Bienvenue, Monsieur Énergie ou Monsieur Nucléaire, Sébastien Lecornu, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Les retraités, plus les personnels des maisons de retraite, plus bientôt les fonctionnaires, plus bientôt les cheminots, tous dans la rue. Est-ce que vous ne redoutez pas la naissance, avec l'addition de ces mécontentements, d'un mouvement social de grogne de certaine ampleur? Tous dans la rue, c'est sûrement un peu rapide. Après, il y a une réalité, c'est que lorsqu'on lance plusieurs chantiers de transformation du pays en même temps, ce que d'ailleurs les Français souhaitaient lors de l'élection présidentielle et législative de 2017, c'est quand même pas si loin, où les Français nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette génération de politiques qui n'a pas accompli les véritables transformations profondes du modèle social, justement, sur le marché du travail, sur l'organisation de la puissance publique et donc de la fonction publique. Bah oui, au moment où on ouvre ces sujets-là, il est normal qu'il y ait forcément un peu d'inquiétude, et donc c'est le travail du gouvernement, de la majorité parlementaire, d'aller à la rencontre des Français, de faire de la pédagogie inlassablement, en expliquant ce que nous faisons. Vous n'êtes pas préoccupé, vous aussi? Enfin, vous, gouvernement, vous savez, alors, si la question c'est moi, à titre personnel, je suis élu local à Vernon-dans-l'Eure, et moi je vois bien ce que me disent mes concitoyens. Ils nous en voudraient de l'immobilisme, ils nous en voudraient de l'inaction, ils nous en voudraient de faire une promesse de transformation et de renouveau de notre modèle français qui ne serait pas tenu. Et donc au fond, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est l'immobilisme. Il faut faire confiance au président de la République, au Premier ministre, mais ça n'arrive pas. Donc il y a ces craintes-là, il faut savoir les accompagner. D'accord, mais est-ce qu'il ne vous demande pas, comme le demande Xavier Bertrand dans le Figaro aujourd'hui, de ne pas casser ce qui marche, c'est-à-dire la solidarité entre les générations? Non, mais Xavier Bertrand, pour lequel, vous savez, j'ai beaucoup d'amitié et même d'affection, je suis assez proche de lui, est attaché à un modèle social. Je pense que c'est notre culture gaulliste qui nous réunit d'ailleurs avec Gérald Darmanin et quelques autres. C'est ce que nous faisons. Regardez sur les personnes âgées. Les petites retraites ne sont pas impactées par la hausse de la CSG. La réforme de la taxe d'habitation va les impacter favorablement, massivement. L'augmentation du minimum vieillesse dans des proportions qui sont... c'est cette année l'augmentation du minimum vieillesse. Donc vous ne les oubliez pas. Ça, ce sont des choses qui sont concrètes, ce ne sont pas des paroles. Et moi, évidemment, j'ai été élevé au séguénisme lorsque j'étais jeune militant. Et donc, moi, le premier, je suis attaché à cet équilibre entre libérer et protéger. Sébastien Lecornu, vous n'êtes pas indifférent, je pense, au transport. Il y a le gouvernement qui lance sa réforme SNCF par ordonnance. Pourquoi vous avez cette crainte ou cette méfiance à l'égard du Parlement? Il n'y a pas de méfiance. Les ordonnances sont vieilles comme la Ve République. D'accord. Et je rappelle juste quand même, pour celles et ceux qui nous regardent de si bon matin, que l'ordonnance passe par le Parlement en habilitation. L'Assemblée nationale et le Sénat donnent son pouvoir temporairement au gouvernement. Le gouvernement agit par ordonnance et ensuite on revient devant le Parlement. Ça veut dire que le Parlement vient dire si oui ou non il est d'accord avec ce que le gouvernement a fait. Vous pouvez avoir raison ou tort de souhaiter accélérer le processus démocratique, parlementaire, etc., pour que les réformes trouvent des applications beaucoup plus rapides. Il faut quand même qu'on se dise la vérité, ça fait 10 ou 15 ans qu'on attend une réforme de la SNCF, on ne va pas nous reprocher d'aller trop vite. Avoir d'un côté le dialogue social qui s'engage depuis maintenant plus d'un mois. Elisabeth Borne a mené, vous le savez, un certain nombre de réunions importantes, pas d'ailleurs qu'avec les représentants syndicaux, également avec les élus locaux, les associations d'usagers, etc. Et en même temps, pouvoir faire basculer les éléments qui ont été débattus dans la concertation et qui font consensus, on l'a bien vu sur les lignes TER. Regardez, ligne TER, ouverture à la concurrence, ligne TGV, ouverture à la concurrence, 3 semaines de discussion et de débat. On peut déjà dire, la ministre des Transports Elisabeth Borne l'a dit hier, qu'on peut basculer ces éléments-là dans la loi au moment où on débattra de la loi d'habilitation. Je sais que vous avez entendu hier Philippe Martinez qui était plutôt mécontent avec la CGT, qui disait la concurrence c'est un faux prétexte, etc. Et il était clair. Reprenez votre réforme à zéro, sinon, réécoutez sa petite phrase. Quand il n'écoute pas dans le dialogue, il faut passer au cran supérieur. Est-ce que c'est le cas? On va voir, voilà, on peut rêver, on va voir ce qu'il y a un Conseil des ministres aujourd'hui qui va traiter de ce sujet, on va voir si ils ont écouté et entendu notre discussion d'hier soir. Et puis, mais s'il n'y a pas d'autre solution, voilà. Mais je vous répète, c'est le gouvernement qui cherche le conflit. C'est-à-dire, ou vous cédez, ou comme il le dit, il y a une grève longue, dure, je crois que le paralysante. Patron ou chef, je ne sais pas, vous avez un débat d'ailleurs sur le sujet hier matin de la CGT, est conscient d'une seule chose. En tout cas, j'ai compris ça en écoutant son interview devant vous hier matin, c'est que le statu quo n'est pas possible. Il faut sauver la SNCF.
3 milliards de dettes chaque année en plus. Un service pour lequel les usagers sont de plus en plus mécontents. Il y a même de plus en plus de défiance entre les Français et cette grande et belle entreprise à l'égard de la SNCF qui est et très ça, forte. il est important qu'on garde cela. Moi, je suis fier de ces grandes lui, il dit, entreprises comme la pas. SNCF Lui, ou même comme EDF. Ne touchez pas au statut des cheminots. Je parlais de séguénisme tout à l'heure. Quand on est attaché à une grande entreprise publique qui appartient à la nation française, on veut qu'elle se réforme. 3 milliards de dettes chaque année en plus pour un service qui ne donne pas satisfaction de nos concitoyens, ça appelle la réforme, y compris sur la question du statut des cheminots. Oui, on en a beaucoup parlé, donc j'insiste pas sur un point seulement. Les 9200 km de lignes peu fréquentées, moi je ne les appelle pas des petites lignes. Vous êtes un élu local. Est-ce que ce n'est pas aux conseils régionaux, aux régions, de faire le tri et en même temps de s'engager? C'est précisément ce que dit la loi depuis des années. Faites-le. Mais non, ils le font déjà. Chaque année, vous avez des lignes qui ouvrent et des lignes qui ferment. Les plans de transport pour les TER, les trains express régionaux, c'est la compétence des conseils régionaux de définir les horaires, le tarif du billet, de savoir si telle ligne doit rester ouverte, telle ligne doit s'éteindre ou se fermer. C'est la compétence des conseils régionaux. Les petites lignes, comme on les appelle abusivement, mais je suis comme vous, je n'aime pas les appeler comme cela, ne sont pas dans la réforme portée par le gouvernement. C'est la responsabilité des conseils régionaux. Allez, on en vient à ce qui est vos responsabilités. L'hiver 2018 a été plutôt un hiver froid, avec des pics de consommation. Est-ce que nous avons importé beaucoup d'électricité? Et si oui, à quel pays? Non, globalement, on importe et on exporte tout le temps et en permanence de l'électricité. Cet hiver, le marché européen, il est en permanence en tension avec des équilibrages de réseaux qui sont effectués en France par RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est un organe public qui dépend de l'État, qui équilibre le réseau. Est-ce que nous pouvons être et rester autonomes? Par définition, le réseau est interconnecté européen, depuis des années d'ailleurs, depuis des années et des années. Donc oui, il y a une autonomie énergétique, mais qui se fait en fonction bien évidemment des moments. Pointe de consommation avec le froid, ce que je peux dire, j'en ai été assuré en allant visiter RTE avant la saison hivernale, c'est qu'il n'y a pas eu de problème de sécurité d'approvisionnement en électricité cet hiver, ce qui prouve la robustesse de notre réseau de transport en électricité et de notre mix électrique. C'est donc aussi un enjeu, on va en parler j'imagine, dans le cadre de la programmation pluriannuelle pour l'énergie à venir sur la sécurité d'approvisionnement. On y arrive parce que lundi, pour la première fois, vous lancez avec EDF un vaste débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur nos besoins et en même temps vos réponses dans les 10 ou 12 ans. Mais vous êtes monsieur énergie, si je peux me permettre. Est-ce que vous êtes choqué si je vous appelle aussi monsieur nucléaire? Non, le ministre en charge est bien évidemment mon ministre de tutelle, Nicolas Hulot, mais c'est vrai que je me suis spécialisé sur ces questions à ses côtés. Oui, mais c'est pas une attaque péjorative si je dis bonjour monsieur nucléaire. Enfin, je ne suis pas radioactif, rassurez-vous pour vous-même. Mais non, je pense que l'énergie nucléaire est une énergie ancienne dans notre pays, avec derrière un savoir-faire industriel important, pour lequel on souhaite effectivement diminuer la part de nucléaire dans notre mix électrique. On va voir. On va j'imagine en parler. Est-ce que vous dites ce matin que l'énergie nucléaire reste une énergie utile, propre et une énergie d'avenir? Vous? Nicolas Hulot vous a dit, non mais attendez, je suis évidemment d'accord avec lui, donc il n'y a pas de problème avec ça, ce n'est plus une énergie d'avenir au sens où on l'entendait après-guerre. Après-guerre, qu'est-ce que le pouvoir gaulliste d'ailleurs essentiellement, mais aussi communiste, a demandé par exemple à EDF? Donnez-nous de l'électricité en grande quantité, c'était les 30 Glorieuses, la reconstruction, il n'était pas question de manquer de courant, et que cette électricité soit le moins chère possible. La réponse naturelle de l'époque, c'était... Si, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre, Jean-Pierre Elkabbach. À cette époque-là, c'est hyper important pour celles et ceux qui nous écoutent. À cette époque-là, le pouvoir politique et le monde industriel a répondu, c'est le nucléaire qui nous permettra d'avoir une énergie en grande quantité et pas chère. C'était pas faux. La PPE, en 2018, le débat public qu'on démarre lundi prochain jusqu'au 30 juin, c'est aussi reposer cette question-là et à la nation française et à des grands opérateurs industriels comme EDF de dire, et demain, est-ce qu'on peut avoir encore d'électricité en grande quantité, on y va dans le concret. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu. On voit bien que le renouvelable aujourd'hui s'impose tout autant. On y va. Que 75% de la production d'électricité provient du nucléaire. Il était question de réduire à 50% en 2025. On a bien compris il n'y a pas longtemps que la mission était impossible. Les 50% promis, c'est quelle date ou quelle tendance? Quand? Ça, c'est l'objet de la PPE. Puisque c'est plus 2025. Donc c'est forcément après. Oui. Et c'est pas forcément trop tard après, puisque notre enjeu, c'est d'aller pourquoi il est si difficile de dire 2035, 2040, il faut Pour être une simple et bonne raison. Pour deux raisons. Très simples. Trois, allez. La première, pas question d'ouvrir des centrales à charbon pour compenser la fermeture de Nous ne sommes pas des Allemands. Exactement, Jean-Pierre Elkabbach. À l'heure où je vous ai encore parlé sur votre plateau il y a quelques semaines de nos engagements pour le climat, du sommet pour la planète du 12 décembre dernier, on aurait l'air de quoi à se remettre dans les énergies fossiles. Pas de charbon. Voilà, pas de charbon. Deux,
par définition, la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Le renouvelable est intermittent. On doit encore avancer sur le stockage. Il faut donc une pente qui permette justement d'accepter cette innovation-là. Pour arriver aux 50% de nucléaire. Je ne vous donnerai pas de date ce matin, puisque de toute façon, sinon, ça voudrait dire que ça ne sert à rien de faire un débat à partir de lundi prochain. Mais ça voudrait dire aussi que nos conversations les et nos Français discussions tout seuls non avec compétents EDF, qui vont vous dire quand c'est ça va pour ça s'arrêter. que je passe des heures avec les équipes d'EDF, avec Nicolas Hulot, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, à dialoguer, parce que le troisième élément qui bloque pour les 2025 et qui nous conduit à revoir la trajectoire, c'est évidemment la question industrielle, économique, sociale, en matière d'emploi. Environnement. Je vais vous dire une chose, Jean-Pierre Elkabbach, pour être tout à fait clair. Les PPE, programmation pluriannuelle pour l'énergie, le document qui fixe comment on fait le mix électrique. Jusqu'à présent, les gouvernements précédents se sont donné des objectifs très ambitieux, très sympathiques à annoncer devant vous un matin en matinale. Ces objectifs étaient ni fiables, ni sincères. C'est-à-dire les ni 50% en 2025. Oui, entre autres. Même les énergies renouvelables. Non, mais ni essayons fiables, ni d'avancer sincères. avec vous. Nous, l'objectif, qui voulait c'est que ces parler objectifs différemment. soient fiables et sincères. Alors, dans votre programme, sur les 58 réacteurs actuels, combien il en resterait? Ah, mais une fois de plus, c'est la trajectoire. La réponse, on l'aura dans l'année. Enfin. Par définition, pour arriver à 50%, il faudra évidemment fermer des tranches. On dit d'ailleurs des centrales, on a tort, des tranches. Je ne sais pas moi qui vais vous le dire ce matin. Il y aura des critères pour cela, critères économiques, sociaux et industriels par EDF, critères de sûreté, Jean-Pierre Elkabbach, autorité de sûreté nucléaire, ou de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que cet après-midi, je visiterai l'IRSN, qui est l'institut qui justement conseille le gouvernement sur ces Prenons questions. l'exemple de Fessenheim, ce symbole. Vous y avez passé 3 jours, vous avez promis d'y retourner. Vous y allez? J'y retourne du 12 au 14 avril. À la ville et aux salariés, vous avez confirmé que Fessenheim et ses 2 réacteurs seront aussitôt fermés que l'EPR de Flamanville se mettra en route, commencera. Mais ce Flamanville est toujours en retard. Alors ça sera en quand? 2019, 2020? Pour l'instant, je m'en remets à ce que dit l'exploitant industriel, EDF, qui dit que l'EPR de Flamanville pourra être mis en fonction à la fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, a reconfirmé ce calendrier. Viendra ensuite le temps où l'ASN devra donner son accréditation, en donc quelque sorte, son 2019, autorisation. et ça veut dire que les 2 réacteurs de Fessenheim fermeront à ce moment-là. L'irréversibilité de la fermeture de Fessenheim est actée. À New Delhi, le président Macron se montrait tout heureux de pouvoir exporter notre savoir-faire en la matière et de vendre 6 EPR à Jaitapur, aux Indiens, et à la Chine 2 EPR qui ressemblent à Flamanville, à Taishan. Mais ce n'est pas un paradoxe. Ce qui serait dangereux pour nous serait bon pour les autres. Nous, on ne fait plus d'EPR, mais on va les construire chez les autres. La question n'est pas que la dangerosité, c'est aussi la question des déchets. D'ailleurs, si on est complet, en Inde, avant tout, le président de la République qui était allé pour l'Alliance solaire internationale. La première source de développement d'énergie en Inde, c'est le solaire. Mais effectivement, les Indiens ont choisi d'avoir un développement nucléaire. Ça les regarde et c'est bien évidemment leur souveraineté de définir leur politique énergétique. Et Jean-Pierre Elkabbach, je vais vous dire une chose. Moi, je suis fier qu'EDF puisse exporter son savoir-faire nucléaire. Parce que le nucléaire français, mais si c'est sans danger pour les autres, pour qu'on en a peur, on en a honte ici. Je vous réponds. Le nucléaire tel qu'il est exploité par EDF, c'est un nucléaire de haut niveau. Il est sûr, il est sécure. Je préfère que les Indiens s'équipent avec un savoir-faire français sûr et sécure plutôt qu'avec peut-être d'autres fournisseurs. On a encore beaucoup de choses à dire. Vous avez dit 50% de nucléaire d'ici 2035-40. On va voir après le débat du PPE. Il faut donc 50% d'énergie renouvelable. Non, parce que vous avez également de production également de l'électricité, ici du gaz, et notamment on travaille sur le biogaz. Parce que quand il fait froid, justement, vous avez besoin d'énergie pilotable. Donc 40%. Mais, globalement, 40 à 45% d'énergie pour renouvelable. Pour le solaire, la géothermie, l'éolien, etc. 40%. Aujourd'hui, nous sommes à 10%. Comment on fait pour passer à 40 en si peu de temps ? Alors, on en a un peu plus parce que l'énergie renouvelable ne comprend pas que l'électricité. L'enjeu, c'est de libérer ces énergies-là. C'est ce qu'on a fait d'abord avec l'éolien terrestre. C'est ce qu'on continue de faire avec la méthanisation. On l'a vu notamment à l'occasion du Salon de l'agriculture qui permet de diversifier les revenus des agriculteurs à partir d'une biomasse intelligente et respectueuse. C'est ce que nous faisons également demain avec le photovoltaïque qui présente un intérêt absolument majeur. On a doublé les appels d'offres d'1 gigawatt de plus par année justement pour le photovoltaïque. Je vais lancer un groupe de travail sur le sujet pour repérer le foncier disponible, pour se lancer dans l'autoconsommation, pour réfléchir au thermosolaire, puisque lorsque dans le sud de la France, on chauffe encore son eau au plein mois d'août à partir d'énergie fossile plutôt qu'à partir du soleil, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a aussi en matière de solaire. Il y a aussi des choses à faire en outre-mer. Vous avez entendu tout à l'heure Clélie et Romain, ils sont passionnés ouvrir la voie. par ce qui se passe sur les éoliennes. Il y a les éoliennes terrestres et les éoliennes en mer. En mer, en 2012 et 2014, vos prédécesseurs avaient retenu 6 projets de parcs éoliens, avec chaque fois, je crois, une vingtaine
2 mâts par... La moyenne est à 23, 140 mâts. Très bien. Et vendredi soir, au Sénat, il y a un amendement qui a été voté en catimini. On dit même que le président de la République n'était pas au courant. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est pas le président de la République qui rédige les amendements gouvernementaux. Donc il peut ne pas être... Et il permettrait cet amendement à votre gouvernement de renégocier ou d'annuler les commandes précédentes et qui avaient été engagées, qui étaient coûteuses. Pourquoi? D'abord, est-ce que vous allez les annuler parce que c'est trop cher, ou alors parce que les technologies changent et vont tellement vite que les prix décroissent? Bon, merci de me permettre de rétablir quelques vérités sur le sujet, parce que j'ai un peu lu tout et son contraire. On a pris un certain nombre de mesures pour l'éolien offshore. Il faut que je rappelle quand même, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'il n'y a aucune éolienne en mer, à part une expérimentale flottante au large de Saint-Nazaire, actuellement dans notre pays. Ces 6 parcs-là sont des parcs anciens dans le moment où les projets ont été lancés. Donc on a fait 2 séries de mesures. La première, c'est de permettre aux porteurs de projets de prendre la technologie la plus récente. Figurez-vous, c'est une aberration incroyable. Vous aviez une marque, on va faire vite, d'éoliennes il y a 10 ans. Vous aviez cette autorisation-là. 10 ans plus tard, avec tous les recours et les tracas administratifs, vous aviez l'autorisation d'installer le matériel d'il y a 10 ans et pas le matériel d'aujourd'hui. Ça, on l'a fait, ça permet de réduire les coûts D'accord, mais il faut aller vite. Ça veut dire que de l'autre côté, en même temps, Jean-Pierre Elkabbach, c'est important de répondre à cette question-là. Aujourd'hui, le coût du mégawattheure pour une éolienne en mer, globalement, il est à 80 €. Les permis qui ont été donnés sont à hauteur de 200 €. Ça veut dire que vous avez 2 milliards d'euros par an pour ces 140 éoliennes. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Est-ce que vous voulez annuler ou renégocier? Ce que nous voulons juste, c'est nous donner la capacité de renégocier, parce qu'avec ces 2 milliards d'euros, on peut faire beaucoup plus que 140 mâts. C'est une vérité pleine de bon sens. Une renégociation pour les 6 projets déjà lancés. De l'argent du contribuable. D'accord, hein? Moi, je n'annonce pas cela. Je dis juste à celles et ceux qui ont porté ces projets que le gouvernement entend se doter les moyens de renégocier. Ah bon. Et il y a 3 régions qui vous attendent, c'est la Bretagne, la Normandie et la Loire. Mais vous renoncez pas aux éoliennes. Mais mieux en que mer. ça, c'est une priorité. On a pris des mesures pour les libérer. On a pris des mesures pour accélérer. Quelle serait la première? On fait du soutien industriel comme dans ma région. Quelle serait la première éolienne en mer? Le parc le plus prêt à démarrer, je ne sais pas répondre à votre question. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous sommes en train d'écrire un cahier des charges pour un autre projet, un 7e projet au large de Dunkerque. Oui. On vient de me dire que la Banque de France, puisqu'on parle du climat général de l'économie, vient de relever ses prévisions de croissance pour 2018, 1,9%. Et il paraît que tout est au vert. Et je crois que c'est l'OCDE qui avait même dit 2,2%. Donc j'espère que ça profitera à toute la collectivité et que l'on continuera à faire monter la croissance. Je crois que c'est le sens du projet de transformation. Là, on répond au cours d'émissions. Les éoliennes terrestres, alors elles sont mal vues parce que les riverains se plaignent des nuisances, des atteintes au paysage, et les écolos multiplient les recours. Comment on peut en imposer alors qu'en Allemagne, il faut, paraît-il, 2 ans pour les construire, et en France, 3 fois plus, 6 ans. Ouais, même encore un peu plus, on a des projets qui peuvent durer 9 ans. Il y a un enjeu important d'acceptabilité locale. Déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête avec le mitage. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui crée de l'incompréhension, c'est de se dire, mais pourquoi on met 2 éoliennes ici, alors qu'on pourrait massifier un parc dans un endroit cohérent. Mais en même temps, il y a aussi des recours qui sont parfois abusifs et qui cherchent juste à gagner du temps pour des projets qui vont... Donc il faut réduire les recours. C'est pour ça que... Non, pas réduire les recours. Il faut permettre à chaque citoyen français de pouvoir s'opposer devant les tribunaux. Mais plutôt que, là aussi, être devant un tribunal administratif pendant 8 ou 9 ans, on a effectivement choisi de raboter une étape, le tribunal administratif, pour avoir une justice qui se rende plus rapidement. C'est aussi bon pour les porteurs de projets que pour celles et ceux qui parfois doutent. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé du photovoltaïque tout à l'heure, parce que lui est beaucoup plus consensuel. Et c'est pour ça qu'avec Nicolas Hulot, nous devons développer. Il y a le choix entre deux. Areva vient de payer 450 millions d'amendes pour un projet avec la Finlande qui a eu 10 ans de retard. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas encore casquer l'État, les contribuables? Vous connaissez l'histoire d'Areva devenu Orano, qui en plus a été repris en partie par EDF et qui est une entreprise française dont on a besoin de... C'est 450 millions et puis c'est fini? Ça recale l'entreprise en question. Et bon, vous étiez à Bure, vous avez eu des conversations, vous aimez bien agir comme le président de la République, aller à la confrontation, etc. Vous avez fait évacuer les adultes qui étaient installés à Bure, mais le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires il reste entier.
Si Il n'y c'est avait pas pas de Bure, c'est zadiste où? à Bure. Si on a fait l'évacuation du bois logique, c'était justement parce que ça allait devenir une ZAD et que le président de la République ne voulait pas qu'une ZAD s'installe à Bure, et donc l'évacuation est intervenue parce que nous ne voulions pas de ZAD. Maintenant, effectivement, il y a tout le débat de fond. Si c'est pas Bure, c'est où? Ah, mais de toute façon, c'est même encore différent la question, si je peux me permettre, Jean-Pierre Ribacher. Les déchets nucléaires de haute activité à vie longue existent déjà. Ils sont déjà à La Hague, ils ont déjà été produits. C'est des dizaines d'années avant nous, dès lors que nos parents ou grands-parents avaient fait le choix du nucléaire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Enfouissement en couche géologique profonde, Bure, projet CIGEO, c'est le choix qu'a fait le Parlement en 2006, réitéré en 2016, avec des études qui doivent être menées, avec des expertises qu'il faut encore mener, où effectivement, c'est l'entreposage de surface. Aujourd'hui, la moins mauvaise des solutions, ou la solution la plus raisonnable, comme dirait l'autorité de sûreté nucléaire, c'est l'enfouissement en couche géologique profonde. Pas évident quand on le dit vite. Donc ça, pour le coup, il faut continuer à concerter l'ensemble des acteurs de la filière, l'ensemble des associations. Il y a des doutes ici ou là, par exemple, sur les colis bitumineux, qui sont des colis qui peuvent prendre feu. Là où il y a des doutes, il faut les lever. C'est pour ça que j'ai annoncé un grand plan et un grand débat de concertation pour la fin de l'année sur les déchets et la matière radioactive. Donc ça concerne tous les Français, tous les citoyens français qui doivent se mobiliser pour ce qui concerne les Français qui regardent la télévision ce matin consomment de l'énergie nucléaire. On a donc tous une responsabilité citoyenne et individuelle. Qui continuent à en consommer pour regarder ces news. Merci d'être venu. Ils continuent. Merci infiniment.